J'ai toujours cru que la trahison ferait du bruit, des cris, des pleurs, des portes qui claquent, mais la nuit où cela m'est arrivé, ce fut le silence total. Je suis entrée chez moi et j'ai vu des cartons qui ne m'appartenaient pas, des chaussures devant la porte que je n'avais jamais vues auparavant, une valise posée contre mon mur comme si elle avait tout à fait le droit d'être là. Ma mère avait utilisé son double des clés d'urgence pour installer ma sœur au chômage dans ma maison pendant mon absence, sans appel, sans avertissement, sans aucune permission. Je ne me suis pas disputée, je n'ai pas supplié, j'ai simplement appelé le 17 pour faire intervenir la police. 2 jours plus tard, elle est revenue, cette fois accompagnée d'un serrurier. Je m'appelle Léa, j'ai 30 ans et je travaille dans la gestion de patrimoine et l'expertise immobilière à Lyon. Mon métier m'a appris très tôt une leçon que la plupart des gens apprennent trop tard. La propriété n'est pas une question d'émotion, c'est une question de structure, avec des lignes claires et des règles précises. Cet état d'esprit ne m'est pas venu par ambition, mais par instinct de survie. Je n'ai pas grandi dans un foyer bruyant, il n'y avait pas de disputes explosives ni d'ultimatums dramatiques, ce que nous avions était plus insidieux et difficile à nommer. Ma mère, Martine, présentait toujours son besoin de contrôle comme de la bienveillance. Chaque question ressemblait à une vérification, chaque suggestion sonnait comme une instruction, et chaque silence portait une attente que j'étais censée deviner sans qu'elle soit jamais formulée à voix haute. J'ai appris jeune que la paix ne venait pas de l'honnêteté, mais de la conformité, du choix du bon ton et du fait de ne pas trop résister. Chloé, ma petite sœur, a grandi différemment, alors que j'apprenais à me débrouiller seule, elle apprenait à attendre de l'aide, attendre que les choses changent, attendre que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. Elle errait d'une situation instable à une autre, toujours assez proche pour voir ce que je bâtissais, mais jamais assez pour comprendre ce que cela me coûtait. Quand j'ai enfin acheté mon appartement en centre-ville, je n'en ai parlé à personne au début, non pas parce que je n'étais pas fière, mais parce que la fierté semblait dangereuse dans une famille où la réussite modifiait silencieusement l'équilibre des pouvoirs. Ce n'était pas un palais, mais c'était le mien, chaque traite, chaque facture, chaque décision m'appartenait. Quand j'ai fini par donner un double des clés à ma mère, j'ai été très claire, sans enrober mes mots de plaisanterie ou de rassurer outre mesure. Je lui ai dit que cette clé n'était destinée qu'aux urgences réelles, pas pour des visites impromptues, pas pour le confort, et certainement pas pour prendre des décisions en mon nom. Si j'étais injoignable et que quelque chose de grave arrivait, elle pouvait s'en servir, sinon, cette porte restait fermée. Elle a écouté en silence, a hoché la tête une fois, sans rien dire. À l'époque, j'ai confondu ce silence avec de la compréhension. Quelques mois plus tard, le ton a commencé à changer. Ma mère passait plus souvent, non pas pour passer du temps avec moi, mais pour inspecter mon espace. Ses yeux s'attardaient sur les pièces plutôt que sur les photos, elle ouvrait des portes que je gardais habituellement fermées, elle restait dans le couloir plus longtemps que nécessaire. Une fois, en regardant la chambre d'amis, elle a glissé doucement que personne ne devrait vivre seul dans un endroit pareil. Ce n'était pas une suggestion, c'était une préparation. Puis, un proche a mentionné par hasard que Chloé n'avait plus de logement stable. Chloé ne m'en avait jamais parlé elle-même, elle n'avait jamais demandé d'aide, elle n'avait jamais appelé. C'est à ce moment-là que la pression a commencé à se faire sentir, comme si quelque chose se dirigeait déjà vers moi sans mon consentement. Mon voyage d'affaires pour des inspections immobilières à travers la région ne devait pas être stressant, c'était des journées familières à marcher dans des propriétés qui sentaient la poussière et la peinture fraîche, c'était prévisible et sécurisant. Pourtant, dès la 2e nuit, j'ai ressenti un poids dans la poitrine, cette sorte de malaise qui n'a pas encore de nom. Je me suis dit que c'était le stress, j'ai terminé plus tôt que prévu et je suis rentrée chez moi sans prévenir personne. De l'extérieur, la maison semblait normale, les lumières étaient éteintes, la rue était calme, rien n'était brisé, et cela a failli me tromper. Dès que j'ai ouvert la porte, l'air m'a paru différent, pas sale ni chaotique, juste occupé. Il y avait des cartons empilés proprement le long du mur, de manière réfléchie et non temporaire. Des chaussures qui n'étaient pas les miennes étaient alignées soigneusement près de l'entrée, comme si quelqu'un voulait qu'elles trouvent leur place. Une légère odeur de lessive différente flottait dans le couloir, une odeur forte et inconnue. Je suis entrée lentement, chaque bruit résonnant plus fort qu'il ne le devrait. Le salon était le même, mais transformé, mon livre avait été déplacé, le coussin du canapé était incliné différemment.
L'espace que je gardais intentionnellement vide n'était plus vide du tout. C'est alors que Chloé est sortie de la chambre d'amis, sans avoir l'air surprise, sans un tressaillement, sans une excuse. Elle avait l'air installée, à son aise, comme quelqu'un qui avait déjà déballé ses affaires émotionnellement, même si les cartons étaient encore fermés. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait chez moi, ma voix restait calme mais tendue, comme si je retenais une explosion à deux mains. Elle a haussé les épaules avec légèreté et a dit que maman lui avait dit que tout était arrangé. Cette phrase a pesé plus lourd que tout ce qu'elle aurait pu dire d'autre, elle expliquait tout sans rien expliquer du tout. Je suis passée devant elle dans le couloir et j'ai vu que les tiroirs avaient été réorganisés, l'espace dans les placards redistribué. La chambre d'amis avait été transformée de manière intentionnelle, ce n'était pas un refuge temporaire, c'était un plan. Les draps étaient lissés, son sac rangé dans le coin comme s'il avait été mesuré pour cet espace précis. J'ai senti un froid glacial s'installer derrière mes côtes, pas de la panique, pas du choc, mais une reconnaissance. La clé d'urgence, celle destinée aux catastrophes, celle que j'avais définie clairement, n'avait pas été empruntée, elle avait été détournée. Chloé se déplaçait dans la maison comme si elle était chez elle, touchant les plans de travail, ajustant de petits détails, parlant avec désinvolture de l'endroit où elle pourrait installer son bureau. Elle ne demandait pas, elle supposait. J'ai réalisé alors qu'il ne s'agissait pas de son besoin d'aide, mais d'une question d'accès, de ma mère décidant que mes limites n'étaient que des suggestions et non des règles. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas expliqué mes sentiments parce que les sentiments ne signifient rien quand une ligne a déjà été franchie. Je me suis tenue dans mon propre salon et j'ai compris avec une clarté absolue que ce n'était pas un malentendu, que ce n'était pas temporaire et que cela ne se résoudrait pas si je restais silencieuse. Avant d'aller me coucher cette nuit-là, je savais une chose avec certitude, si je n'agissais pas, ma maison cesserait d'être la mienne d'une manière irréversible. Je n'ai pas beaucoup dormi, non par peur, mais parce que mon esprit rejouait sans cesse la même prise de conscience, le silence les avait encouragés. Chaque fois que j'avais laissé passer quelque chose pour maintenir la paix, je leur avais appris que mon espace était flexible, négociable, disponible. Le lendemain matin, j'ai demandé à ma mère de venir. Quand elle est arrivée, elle est entrée comme si de rien n'était, comme s'il s'agissait d'une simple conversation de famille qu'elle pourrait diriger par le ton et le timing. Chloé restait à proximité, silencieuse, sa présence pesant lourd sans un mot. Je ne me suis pas assise, je suis restée debout dans le salon et j'ai parlé lentement, soigneusement. J'ai dit à ma mère que la propriété n'était pas émotionnelle, que ce n'était pas quelque chose que les liens du sang pouvaient ignorer. Je lui ai rappelé à quoi servait la clé d'urgence, pas pour des visites, pas pour le confort, pas pour des décisions prises en mon absence. Elle a souri doucement, ce genre de sourire qui essaie de calmer une situation sans rien changer au fond. Elle a parlé de la famille, de la responsabilité, du fait que j'avais de la place et pas Chloé, comme si c'est fait réorganiser automatiquement la loi. Chloé a ajouté quelques mots prudents, disant que c'était temporaire, qu'elle avait juste besoin de temps, mais elle ne demandait pas, elle présentait cela comme une faveur déjà accordée. J'ai écouté jusqu'à ce que la pièce semble trop étroite pour respirer, puis j'ai prononcé une phrase qui a tout changé, « Vous n'avez pas la permission d'être ici ». L'atmosphère s'est immédiatement glacée. La voix de ma mère s'est durcie, pas forte, mais tranchante. Elle m'a dit que je réagissais de manière excessive, que je faisais du mélodrame, que personne ne me faisait de mal. C'est là que j'ai compris une chose cruciale, elles n'étaient pas confuses, elles étaient confiantes, persuadées que je finis par céder. J'ai pris mon téléphone, ma main ne tremblait pas, ma voix ne s'est pas brisée. J'ai dit à l'opérateur de police que des personnes se trouvaient à l'intérieur de mon domicile sans mon consentement et refusaient de partir. Le dire à voix haute semblait irréel, comme si je traduisais un cauchemar privé en quelque chose d'officiel. Quand les agents sont arrivés, tout a semblé ralentir. Leurs questions étaient neutres, leurs mouvements mesurés. Ils ont demandé des pièces d'identité, ont examiné mes titres de propriété, ils ont écouté. Ma mère a essayé d'expliquer, d'adoucir la situation, de la présenter comme un simple différend familial. Un policier lui a expliqué calmement que la famille n'annulait pas les droits de propriété et qu'entrer sans permission constituait une violation de domicile. Il n'y a pas eu de menottes, pas de voix forte, juste un avertissement formel et une instruction claire de partir. Alors qu'il sortait, j'ai cru que ce serait la fin,
non pas parce que je faisais confiance à ma mère pour accepter mes limites, mais parce que je pensais que la gravité du moment forcerait sa compréhension. Après que la porte se soit refermée, la maison semblait vide, plus grande, trop silencieuse. Je me suis assise sur le bord du canapé et j'ai attendu que le soulagement arrive, mais il n'est pas venu. Ce que j'ai ressenti à la place était quelque chose de plus froid, la certitude que ce n'était pas fini, qu'être averti n'est pas la même chose qu'être arrêté, et que certaines personnes ne reculent pas devant la confrontation, elles se regroupent. 2 jours plus tard, je me suis réveillée au son du métal grattant contre ma porte d'entrée. Le bruit n'était pas assez fort pour être dramatique, et c'est ce qui le rendait pire. Le métal frottait doucement contre le métal, de manière lente et délibérée, comme quelqu'un travaillant avec soin plutôt que de forcer. Je suis restée immobile dans mon lit pendant quelques secondes, fixant le plafond, à l'écoute. Le son est revenu, précis, intentionnel. Mon corps a réagi avant mes pensées. J'ai attrapé mon téléphone sans allumer la lumière et j'ai ouvert l'application de sécurité. Le flux de la caméra du Porsche s'est chargé instantanément dans la lueur pâle du détecteur de mouvement. Ma mère se tenait à quelques centimètres de ma porte, sa posture était détendue, les bras croisés lâchement, ni pressée, ni nerveuse. À côté d'elle, un homme que je ne connaissais pas était accroupi près de la serrure, une petite mallette noire ouverte à ses genoux. Des outils métalliques fins bougeaient avec assurance dans ses mains, glissant dans ma serrure comme s'il s'agissait d'une routine, comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. C'est à ce moment-là que la peur est enfin arrivée, pas une panique chaotique, mais quelque chose de plus froid, le genre de peur qui vous dit qu'il ne s'agit plus d'un problème émotionnel, mais d'un problème de sécurité. Ma mère s'est penchée vers lui, a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Son visage n'a pas changé, elle ne se disputait pas, elle ne suppliait pas, elle attendait. Je me suis déplacée lentement dans le couloir, faisant attention à chaque pas pour que le parquet ne me trahisse pas. Je me suis arrêtée assez loin de la porte pour rester invisible, mais assez près pour sentir la vibration chaque fois que les outils grattaient la serrure. Ce son me paraissait invasif, personnel, comme des doigts posés là où il n'avait rien à faire. J'ai appelé le 17 une nouvelle fois. Cette fois, je n'ai pas hésité, j'ai expliqué que quelqu'un tentait activement de pénétrer chez moi sans mon consentement. Ma voix était stable, presque détachée. L'opérateur m'a demandé qui était la personne à l'extérieur. Prononcer le mot « ma mère » à voix haute m'a paru plus lourd que n'importe quoi d'autre ce matin-là. L'opérateur m'a dit de rester en ligne. Je suis restée silencieuse, écoutant le grattage devenir plus confiant. L'homme a ajusté sa prise, le métal a cliqué doucement. Des gyrophares rouges et bleus ont inondé le Porsche avant même que j'entende les sirènes. Tout s'est passé très vite après cela. Des ordres ont déchiré le silence de la rue, sec et amplifié. L'homme s'est figé, puis a lâché ses outils. Les policiers lui ont ordonné de s'allonger au sol, la joue contre le béton, les mains derrière le dos. Ma mère a été écartée de la porte, un agent lui tenant fermement le bras pendant qu'un autre parlait dans sa radio. Il n'y avait plus de ton amical cette fois, plus d'avertissement déguisé en conseil. Tout se passait avec un poids qui n'était pas présent 2 jours plus tôt. Je suis restée à l'intérieur, je n'ai pas ouvert la porte, j'ai tout observé via l'écran de mon téléphone alors que les documents sortaient, que les stylos bougeaient et que les radios crépitaient. Ma mère parlait avec frustration, non avec honte, elle montrait la porte du doigt comme si elle croyait encore pouvoir expliquer tout cela. J'ai réalisé alors que le premier incident ne l'avait pas effrayée, il l'avait offensée. Elle ne pensait pas avoir tort, elle pensait qu'on lui causait un désagrément. Après que les lumières se soient éteintes et que la rue soit redevenue silencieuse, je suis restée seule dans mon couloir pendant un long moment. Mes mains se sont mises à trembler une fois que l'adrénaline est retombée. Quand je me suis enfin assise, ma poitrine était oppressée, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des jours. Je ne me sentais pas victorieuse, je me sentais en état d'alerte. 1 semaine plus tard, j'ai compris pourquoi. Je débarrassais les dernières affaires que Chloé avait laissées derrière elle, non pour les conserver, mais pour les effacer. J'avais besoin que ma maison redevienne la mienne, chaque tiroir, chaque recoin. Au fond d'un placard du couloir, derrière une pile de couvertures pliées, j'ai trouvé une boîte en carton fine que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvait une enveloppe qui ne m'appartenait pas, plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Les papiers à l'intérieur portaient mon nom,
mon adresse, des clauses sur la résidence de longue durée, des références à des paiements, des factures partagées et une autorisation d'occuper les lieux. Ma signature figurait en bas de page, mais ce n'était pas mon écriture. Je me suis assise par terre et j'ai fixé les pages jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Ce n'était pas un simple dépassement de limite, ce n'était pas un sentiment d'impunité, c'était une stratégie. Cet après-midi-là, j'ai rencontré un avocat nommé Maître Maillard. Il n'a pas réagi de manière dramatique, il a lu lentement, attentivement, sa mâchoire se crispant à chaque page. Il m'a expliqué que si des documents comme ceux-là étaient un jour déposés, même partiellement, quelqu'un pourrait soutenir qu'une autorisation légale avait été accordée. Il a ajouté que les litiges de ce genre ne se résolvaient pas rapidement, qu'ils traînaient devant les tribunaux, épuisaient le temps, l'argent et la paix intérieure. Il m'a dit que le silence était la réponse la plus dangereuse dans de telles situations. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est durci pour devenir une clarté absolue. J'ai arrêté de répondre aux messages, je n'ai pas cherché à m'expliquer, je n'ai pas argumenté. Sous les conseils de mon avocat, j'ai commencé à ériger un mur juridique autour de ma vie, des mises en demeure formelles, des dossiers précis, une documentation qui ne pourrait pas être détournée en silence. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, je ne subissais plus, je me préparais. La procédure administrative a avancé lentement, méthodiquement, sans cri ni drame familial, juste des formulaires, des audiences et des vérifications. Le deuxième rapport de police a tout changé car il établissait un motif et une intention. Quand la décision est tombée, elle n'a pas été spectaculaire. Ma mère a fait l'objet de sanctions administratives et d'une interdiction légale de s'approcher ou d'interférer avec toute propriété liée à mon nom. Chloé s'est vue interdire toute tentative d'établir une résidence chez moi et a quitté la ville discrètement peu après. Je n'ai pas cherché à savoir où elle allait, je n'en avais pas besoin. De retour chez moi, j'ai remplacé chaque serrure, renforcé chaque point d'entrée, installé des caméras couvrant des angles que je n'aurais jamais pensé devoir surveiller. L'accès est devenu unique, contrôlé. La maison semblait différente après cela, pas forcément plus chaleureuse ou plus douce, mais plus sûre. Pendant longtemps, j'ai cru que la famille signifiait la tolérance, que la patience était une preuve d'amour. J'ai appris autre chose, une empathie sans protection apprend aux autres jusqu'où ils peuvent aller, et certaines personnes ne s'arrêteront pas tant que la porte ne sera pas verrouillée pour de bon. Le calme qui a suivi n'était pas celui dont les gens parlent quand ils évoquent la sérénité, c'était un calme plus tranchant, plus propre, comme une pièce après que tout le superflu a été évacué. J'ai passé les jours suivants à réorganiser ma maison délibérément, j'ai nettoyé les surfaces qui avaient été touchées sans permission, j'ai rangé à nouveau les tiroirs qui avaient été déplacés. Chaque petite action était comme une reconquête de ce qui m'avait été pris sournoisement. C'est là que j'ai bien examiné ces faux documents, des pages avec mon nom, mon adresse, des termes juridiques sur l'occupation à long terme, des mentions de frais partagés et une signature qui ressemblait assez à la mienne pour passer au premier regard, mais qui était fausse dans tout ce qui importait. Je n'ai pas paniqué, je n'ai confronté personne, j'ai tout confié à la justice. Mon avocat a confirmé mes soupçons, ce n'était pas un élan émotionnel, c'était calculé. Si ces documents étaient allés plus loin, ma vie aurait pu basculer dans un engrenage juridique dont j'aurais mis des années à me sortir. Il m'a aidé à déposer des protections formelles, à créer une trace écrite inattaquable et à fermer chaque brèche vulnérable. Le résultat n'a pas été théâtral, il n'y a pas eu d'excuses ni de grands discours de réconciliation. Ma mère a reçu une injonction claire, Chloé n'avait plus aucun recours pour rester dans les parages, et la distance a fait le reste. J'ai mis à jour mon système de sécurité, j'ai tout enregistré officiellement. Chaque point d'accès, chaque permission, chaque limite existe désormais par écrit. L'appartement m'a semblé plus petit après coup, non parce que j'avais perdu quelque chose, mais parce qu'il m'appartenait enfin de nouveau. Je croyais autrefois que se protéger signifiait décevoir ceux qu'on aime, aujourd'hui, je sais que cela signifie refuser de disparaître sous les attentes des autres. La famille n'a pas un laissez-passer gratuit pour effacer vos limites, les liens du sang n'annulent pas le consentement, et la paix ne vient pas en restant silencieux pendant que votre vie est pillée. Si vous avez déjà dû vous choisir alors que personne d'autre ne le faisait, vous n'avez pas tort. Vous n'êtes pas seul. Si cette histoire vous a parlé, partagez votre expérience en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.